Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu ce matin sur X et qui va m'obliger à aborder un sujet que j'ai dû certainement déjà aborder dans une de mes 1000 vidéos. Il y a un monsieur qui s'est amusé à faire un long thread. Alors thread, vous savez, c'est plusieurs tweets qui se suivent pour te faire une démonstration, t'expliquer des trucs, etc. Où il est en train de nous expliquer que Poutine est responsable de tous les maux. Que Poutine c'est le méchant. Que Poutine c'est le diable. Que Poutine c'est le dictateur, etc., etc. Et lui, il vous fait des démonstrations en vous démontrant que, oui, regardez, économiquement, la Russie, tout le potentiel n'a pas été exploité, il a fait de la corruption, il emprisonne ses opposants politiques, des démonstrations assez clichés, mais il apporte des éléments qui sont en effet factuels. Mais des éléments factuels qui font partie d'un ensemble d'éléments dont il a juste pris ce qu'il avait besoin pour construire son narratif. Alors du coup, évidemment, dans les commentaires, il y a quand même un grand nombre de gens qui lui disent « Non, écoute, ta démonstration, là, elle fonctionne pas, quoi. C'est... Et à chaque fois, il répond en donnant un autre argument, mais encore une fois, un truc qui est complètement déconstruit en fait. Alors, je rappelle quand même, petit rappel, Vladimir Poutine, c'est quand même un mec qui a eu des ambitions à une époque, dans un contexte qu'on appelait l'Union soviétique. Au point qu'il a réussi à rentrer dans une institution qui s'appelait le KGB. Sauf que dans son évolution de carrière, où il était plutôt apprécié, plutôt bien noté, même si c'était pas parfait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pouf ! L'Union soviétique s'est effondrée. Et donc dans les années 90, Poutine, il a fait son trou en essayant de suivre un peu l'évolution des choses, etc., jusqu'à s'approcher du pouvoir et jusqu'à devenir un proche de Boris Eltsine. Boris Eltsine qui était le président qui a tenu la Russie pendant presque 10 ans. Mais à une époque où, pour vous faire une démonstration, en 90, je crois que la Russie, c'était 240 millions d'habitants. En 2000, c'est au moment où Poutine arrive au pouvoir, il n'y a plus que 175 millions d'habitants. On a établi qu'en 10 ans, dans les années 90, 15 millions de Russes sont morts par la misère, par l'effondrement social et économique du pays, et à peu près 20 millions seraient partis à l'étranger. Dès l'effondrement de la Russie, beaucoup de Russes sont partis vivre à l'étranger, beaucoup dans des pays limitrophes, russophones de préférence, ou évidemment aux États-Unis ou en Europe. Raison pour laquelle, dans les années 90, et j'ai pour témoin un ancien collègue qui est directeur aujourd'hui et qui travaillait à Nice et qui nous a expliqué, qui nous a raconté des petites anecdotes justement qui démontraient bien qu'il y avait quand même une omniprésence de la mafia russe sur la Côte d'Azur et plus particulièrement à Nice. Aujourd'hui, ça a un peu changé, ils sont plutôt dans certains pays du Balkan. Et à la fin des années 90, évidemment, Boris Eltsine, il ne donnait plus le change. Très clairement,
Pourquoi? Tout simplement parce que dans les années 90, eh bien, vous aviez les vautours de la finance internationale qui commençaient déjà à poser les jalons pour le démantèlement du pays. Et qui plus est, faire en sorte de mettre la mainmise sur les ressources qui, je rappelle, l'URSS est quand même un grand pays qui a encore énormément de ressources non exploitées pour des raisons techniques du fait, par exemple, la Sibérie, qui est un endroit extrêmement hostile, et donc ça complique l'exploitation de certains minerais, de gaz, de pétrole, sans que ça coûte la peau sans que ça implique que ça coûte la peau du cul. Sauf qu'il fallait absolument remplacer Eltsine, parce que Eltsine était complètement bourré, n'était plus crédible. Or, il se trouve que Poutine était plutôt un proche de Eltsine, et Eltsine a proposé aux oligarques qui, eux, avaient bien évidemment mis la main mise sur pas mal de leviers dans le pouvoir de la Russie, parfois certains au profit d'ailleurs des intérêts mondialistes. Et Poutine a été proposé pour devenir le candidat à l'élection qu'il a gagnée, et il est devenu président de Russie. Je rappelle, une Russie dans laquelle il y a une corruption énorme et que de fait, Poutine, en fait, il a retourné sa veste. Lui qui avait été choisi pour être une continuité de la politique d'Eltsine à l'intérêt des mondialistes et des intérêts occidentaux, pouf, du jour au lendemain, terminé, rideau. Donc vous comprenez que dans les milieux de la finance internationale, qui voyaient déjà se mettre dans la poche l'exploitation, la mainmise sur des ressources en Russie, fatalement, tout est parti à la poubelle. Alors dans les années 2000, Poutine, c'était un allié. Pourquoi? Parce que le boulot pour remettre la Russie sur les rails était énorme. Donc il a commencé à faire un petit peu le nettoyage auprès des oligarques. On se souvient de ces images où certaines entreprises devaient être liquidées. Et pourquoi vous les liquidez? Parce que c'est des entreprises qui sont profitables, qui fonctionnent bien. Mais non, parce que en fait, les oligarques, certains achetaient des entreprises, des industries, pour les fermer et ouvrir le marché à des entreprises étrangères. D'où cette fameuse image où on voit Poutine à un moment donné qui est voilà, moi j'ai un accord, vous maintenez l'entreprise sur les rails, et il y en a un qui dit vous n'avez pas signé, pourquoi vous n'avez pas signé? Tu veux finir au goulag? Donc autoritaire, bah oui. Donc ce petit côté autoritaire, évidemment, ça commençait à déplaire. Et quand Poutine a réussi à remettre la Russie sur les rails et faire de la Russie un acteur incontournable dans l'échiquier international, je rappelle quand même que la Russie a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est pas rien, même si ça ne plaît pas aux Américains. Il y a un moment donné où Poutine devenait incontournable. Et dans les années 2010, patatras. Alors après, on lui a reproché la Tchétchénie, on lui a reproché la Géorgie, on lui a reproché l'Ossétie, qui est en Géorgie. Enfin bon, bref. Donc on dit, oui, regardez, Poutine fait des guerres, machin, blablabla. Mais non, mais le problème, c'est que l'Union soviétique, c'est quand même un truc qui englobait un certain nombre de pays, des pays qui par la suite ont déclaré leur indépendance, sauf que le problème, c'est que vous avez quand même 70 ans d'hégémonie soviétique où il y a eu un brassage de population. Donc c'est là que vous avez aujourd'hui des populations russes dans certains pays
Alors l'Ukraine est un peu particulière parce que l'Ukraine, c'est le berceau de la maison de toutes les Russies. Donc forcément qu'il y a des Russes en Ukraine. Puis l'Ukraine ayant fait partie de la Russie, c'était pas un satellite de l'Union soviétique, elle faisait partie intégrante, comme une région de la Russie. L'héritage, c'est oui, vous vous retrouvez avec une population qui est à la fois une population ukrainienne et une population russe. Ukrainien, mais russe. Bon, après, je ne vais pas refaire l'histoire. Donc, si vous voulez, il y a des contextes géopolitiques qui font que Poutine a pris des décisions, alors des décisions qu'on peut comprendre au vu du contexte, de la situation, comme des décisions en effet contestables. Mais j'ai envie de dire, quel pays aujourd'hui ne fait pas des décisions, ne prend pas des décisions contestables? Et c'est pour ça que on a décidé que Poutine, fallait le dégager. Il fallait le dégager quand Poutine a voulu se rapprocher. Il a voulu, par exemple, il avait demandé à rentrer dans l'OTAN. Il avait demandé à avoir sa part du gâteau dans l'installation du nouvel ordre mondial. Sauf qu'on lui a craché à la gueule. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas le partage. Les Américains veulent l'exclusivité, le contrôle, l'hégémonie, dont d'ailleurs l'Union européenne, qui veut se faire croire indépendante, en réalité ne l'est pas. Et l'élection de Donald Trump et les décisions qui ont été prises, excusez-moi du peu, mais il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, quelque part. Et donc oui, Poutine, il agit dans un pays qui a une culture, dans un pays qui a un contexte social, dans un pays qui a encore des vieux démons. Mais ça, il y a des gens qui ne veulent pas que l'opinion le comprenne, ne veulent pas que l'opinion assimile ces éléments. Ce qu'ils veulent, c'est construire un narratif anti-Poutine pour faire passer Poutine pour un dictateur, pour un méchant, pour un guerrier, pour un Hitler, pour celui qui a l'intention d'envahir l'Europe, d'attaquer l'Europe. Bon, déjà, attaquer l'Europe avec quoi? Déjà, il n'est même pas foutu d'avoir réussi à prendre l'Ukraine tout entière. Et vous voulez voir la Russie vous attaquer. Mais le problème, c'est que si Poutine il attaque, ne serait-ce que même actuellement, vous avez la Pologne, l'Lettonie, l'Estonie, la Lituanie qui ont peur, il va nous attaquer. Oui, mais vous faites partie de l'OTAN, donc vous êtes protégés. Poutine n'attaquera jamais l'OTAN. Ça me paraît logique. Mais non, vous avez des fragiles duos qui continuent à vendre un certain narratif pour faire passer Poutine pour ce qu'il n'est pas en réalité. Alors attention, je ne suis pas un pro-Poutine, je ne suis pas un pro-russe. Je reconnais qu'il y a des fois des choses qui sont tout à fait contestables. Mais encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte d'un pays avec une culture, une société, une situation géopolitique, surtout une situation géopolitique. Parce que c'est facile toujours de titiller, de provoquer quelqu'un jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ait une réaction viscérale et de cette réaction viscérale, vous dire « Oh, regardez, c'est la preuve que c'est un méchant, que c'est un dictateur ». Je veux dire, l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine, il faut remonter jusqu'en 1991. À partir du moment où l'Ukraine a eu son indépendance, a pris son indépendance. Et j'ai envie de dire, se souvenir des antécédents sous l'Union soviétique. Évidemment que les Ukrainiens qui ont des grands-parents qui ont connu le grand génocide dans les années 20, 30, évidemment qu'ils ne portent pas les Russes dans leur cœur. C'est exactement comme mes grands-parents
mes arrière-grands-parents, qui ne portaient pas les Allemands dans leur cœur. Même si dans les années 60-70, on disait oui, mais maintenant les Allemands d'aujourd'hui, ce n'est pas les Allemands d'hier, ce sont nos amis maintenant. Non, non, n'en démordez pas. Donc toujours faire attention au contexte, à la situation, surtout géopolitique, où vous savez que vous avez des antagonismes, des compétitivités, des conflits d'intérêts, et que tout ça contribue à construire des narratifs pour dissuader l'opinion que ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Eh bien, ce monsieur sur X, c'est exactement ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il prenait des éléments décontextualisés pour servir son narratif en disant « Regardez, Poutine, voilà, je vous apporte la preuve que Poutine, c'est un salaud, que Poutine est un méchant, que Poutine est un dictateur. La preuve, regardez, il n'a pas su développer la Russie. Il soumet le peuple russe, il emprisonne ses dissidents, il les tue même. » Bah oui, parce que quand tu sais que de toute façon, ce que tu as en face de toi, c'est pas des gens qui le font par gaieté de cœur, pour la patrie, pour défendre leurs idées, mais parce que ce sont des gens qui sont financés, qui sont aidés, qui sont soutenus par des intérêts étrangers. Je rappelle toute la foire qui a été faite en 2016 autour du fait que Donald Trump aurait subi des influences russes. Il y a eu des procès, des enquêtes, des juges, et au final, en fait, il n'y avait rien. On s'est servi d'éléments, on s'est servi de convictions, mais le problème, c'est que ça ne faisait pas suffisamment de crédit pour en faire des preuves et démontrer que Donald Trump a agi. Mais le problème, c'est que de la leçon de cet échec, ils n'en ont pas tiré les leçons. Ils continuent aujourd'hui à vous sortir. Oui, ça se voit que Donald Trump est un agent russe, qu'il agit pour le compte du Kremlin. Donc évidemment, ce mec-là, heureusement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que dans les commentaires, il y a quand même des gens qui ne sont pas dupes. Il y a des gens quand même qui disent oui, t'es dans la simplicité, t'es dans la caricature, tu prends des éléments pour servir ton narratif en décontextualisant, en n'allant pas au bout des choses, en détruisant le libre arbitre de chacun à un moment donné, de donner des éléments plus constructifs, avec les pour, les contre, et laisser tout simplement quelque chose qu'on sent bien que vous avez aujourd'hui des autorités qui voudraient bien détruire ça chez chacun d'entre vous. C'est votre libre arbitre. On veut que vous adoptiez un narratif, on veut que vous adoptiez une conviction. Sauf que ce petit jeu-là, on occulte volontairement des éléments qui peuvent éventuellement servir à une meilleure compréhension de la situation. Mais ça, c'est vrai partout. Dans la société, dans la vie de tous les jours, dans la vie d'entreprise. Dans la vie d'entreprise, vous aurez toujours des gens qui voudront tirer profit, toujours tirer la couverture à eux, et donc de ce fait, vont avoir des comportements tout à fait significatifs. Donc si vous n'avez pas à un moment donné le recul de vous dire « Attends, celui-là, je m'en méfie parce que il est capable, il me fait des grandes accolades, des bisous, des grands sourires, il m'aime bien », mais en réalité, à la première occasion, s'il peut te piquer le bénéfice de ton travail à son intérêt, à son avantage, mais que voulez-vous, on a construit des sociétés avec des gens qui sont d'une naïveté absolue. Mais comme c'est des gens qui ne veulent pas passer pour des cons, donc ils prennent comme argent comptant des narratifs qu'on leur donne, c'est-à-dire des opinions préconstruites, prémâchées, et qui vous répètent. Sauf qu'à un moment donné, ces gens-là, quand ils se retrouvent en face de quelqu'un qui a peut-être un peu plus de culture, un peu plus de connaissances, un peu plus de recul, un peu plus de raison gardée, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et qu'est-ce qu'ils vous sortent au moment donné?
à un moment donné, ils vous disent ouais, de toute façon, t'es un pro-Poutine, t'es un pro-russe, t'es un facho, t'es d'extrême droite. Non. Je remets simplement les points sur les i, les barres sur les t. Je remets l'église au centre du village. Je remets du contexte. Je remets de la logique. Je remets de la raison. Seulement aujourd'hui, vous savez que les partis politiques, les politiciens d'une manière générale, ont tout fait pour abrutir les gens. Et la preuve en est, c'est les discours qui tiennent. Des discours incohérents, des discours démagogiques. Ça va même jusqu'à des partis qui reprennent des vieux codes de dictature, c'est-à-dire le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'on vous vend un personnage politique, non pas sur des idées, mais sur une figure. Seulement pour ça, il faut de la culture. Voilà. Il faut de la culture, il faut de la curiosité, il faut de la réflexion. Sauf que vous admettrez, et n'hésitez pas à expliquer ou à raconter des anecdotes personnelles, que dans vos entourages familiaux, professionnels, amicaux, vous avez forcément une personne de ce profil qui va vous convaincre que ce qu'elle vous dit, il a raison, que c'est la seule et unique vérité, alors qu'en réalité, vous êtes conscient que vous pouvez démolir ces arguments très facilement, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, non pas par hypocrisie, non, vous ne le faites pas parce que vous savez que ça ne sert à rien. Parce qu'encore une fois de plus, et c'est encore plus vrai chez des gens qui ont un ego, pas forcément démesuré, mais qui se pensent ou qui croient être importants, qui se croient avoir une position, une image, une réputation dans la société, sauf que si vous lui démontrez le contraire parce que il a fait que répéter comme un perroquet des conneries qu'on lui a incrémentées dans le cerveau, sans à un moment donné avoir fait l'usage de quelque chose qu'il aurait dû acquérir quand il a fait ses études, quand il a grandi, quand il a lu des livres, c'est-à-dire le libre arbitre. Bon voilà. Et ça va même jusqu'à voir Mélenchon qui fait un tweet en disant que oui, pour le 10 septembre, je suis l'inspirateur inconscient, l'inspirateur timide, intime. Putain, le mec, il ose. Il ose. Et vous avez des tweets qui circulent avec des comptes insoumis, etc. sur ça. Mais c'est du délire. C'est du délire. Comme disait Audiard, les cons, ça ose tout. C'est justement à ça qu'on les reconnaît. Et bien cette phrase, elle prend tellement d'importance aujourd'hui. Donc je vous laisse méditer sur la question. Encore une fois, je me répète, je ne fais pas la promotion de Poutine. Je dis simplement c'est qu'il faut remettre le personnage dans un contexte de pays, de culture, de politique et surtout de géopolitique. Et je le dis souvent, Poutine nous a prévenus dans son discours de Munich, dans la conférence de paix de 2007, où il s'est fait cracher dessus à l'époque, pour lui faire comprendre que non, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi, on ne veut pas de ta Russie dans l'échiquier mondialiste international, dans la construction du nouvel ordre mondial. Et bien le résultat, aujourd'hui, vous l'avez. Ça a monté crescendo, les BRICS, l'accord et le traité de Shanghai. Même si les BRICS, ça reste quelque chose d'assez instable, parce que même au sein des BRICS,
pour les BRICS, alors. Si vous ne savez pas ce que c'est que les BRICS, c'est une sorte d'alliance qu'il y a entre la Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avec des ramifications avec d'autres pays qui ont signé des accords de coopération. Et ces accords de coopération ont été concrétisés par ce qu'on appelle le traité de Shanghai. Le traité de Shanghai, c'est un peu l'OTAN des pays d'Asie du Sud-Est, etc. Donc voilà. La seule différence, c'est qu'évidemment, Poutine a une conception mondialiste multipolaire, alors que les Occidentaux, et plus particulièrement les mondialistes américains, anglo-saxons, francs-maçons, sionistes, ont une idée unipolaire. Ce qui est un peu contradictoire d'ailleurs, parce que entre les Américains, les sionistes et les milieux francs-maçons, etc., à force de détruire les États-nations, etc., il y a un moment donné, je vais te poser, ouais, alors dans ce cas-là, qui va diriger? Parce qu'on est d'accord que dans les très hautes sphères, dans les sommets des pyramides, vous avez quand même des gens qui ne veulent pas partager. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent être les chefs incontestés et incontestables. Ça va droit au clash, hein, de toute façon. Parce que dans la situation, si vous incrémentez aussi la Chine dans l'équation, c'est une guerre économique. Hein. On est dans une guerre mondiale économique. C'est à celui qui va tout simplement s'asseoir sur le trône. Je vous laisse méditer sur la question. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous pensez de cette situation qui est une situation internationale, géopolitique, culturelle, religieuse aussi, mais aussi à l'échelle locale, dans vos entourages, dans la société, dans la vie, dans le village où vous vivez, etc. Parce que forcément, il y a des conséquences. Soyez prudents, surtout en ce moment, la rentrée approche. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, gros bisous.